Plusieurs centaines d'établissements scolaires au Togo pourraient ne pas ouvrir à la rentrée 2024-2025. Le ministère de l'Enseignement part de nouveau en guerre contre les écoles qui ne remplissent pas les différents critères obligatoires. En effet, le ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques a adressé une liste de plus de 440 établissements du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée qui sont en situation irrégulière. Ce sont des établissements clandestins et non autorisés. Ainsi, ces écoles sont invitées à régulariser leur situation avant la rentrée scolaire 2024-2025. Rappelons que dans le mois de juin 2023, plus de 200 écoles clandestines étaient fermées par le gouvernement. Mais à la même période, une mission de contrôle des établissements, surtout laïcs et confessionnels, effectuée sur toute l'étendue du territoire, avait permis au ministère de procéder à la mise à jour de la situation de ces établissements conformément aux tests réglementaires en vigueur. Par ailleurs, selon le ministère, ces établissements n'offrent pas un cadre sécurisé de formation et d'apprentissage, mais aussi et surtout n'assurent pas la qualité de l'enseignement. 74% des décès maternels enregistrés ont eu lieu dans les centres de santé et la plupart de ces décès étaient évitables. C'est la conclusion du rapport d'évaluation de la qualité des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants dans les structures de santé au niveau de certains districts du pays. Le centre hospitalier préfectoral de Vaughan, d'Aného, de Ngotché, de Sotoubois et au CHU Campus Lomé ont été évalués à partir de juillet 2023 sur la qualité de leurs soins. Les évaluations ont relevé l'état défectueux et ne respectant pas les normes d'incinération dans ces centres. Il est aussi relevé l'insuffisance d'entretien des locaux, la non-systématisation des ports de gants, la rupture de stock de sang et de produits sanguins labiles dans ces centres de santé. Selon les évaluateurs, la première cause de décès évitable des mères, c'est l'hémorragie. La commission d'évaluation a aussi relevé qu'il y a une insuffisance dans la qualité des supports de collecte de données de base, comme les registres non adaptés, les registres mal remplis, l'insuffisance de protocoles de soins. Dans les centres de santé concernés par ce rapport, on note aussi une insuffisance de ressources humaines marquée par l'absence de spécialistes comme les néonatologues, les pédiatres et les gynécologues. Dans les contrées africaines, une croyance persistante imprègne souvent les perceptions des enfants différents. Étiquetés souvent des enfants sorciers ou des porteurs de malédictions, ils sont largement mécompris. Mais derrière ces stéréotypes se cache une réalité bien différente, celle de l'autisme. L'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme TSA est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes sont dus à un dysfonctionnement complexe du cerveau. Il affecte la communication, les interactions sociales et le comportement des personnes atteintes. La méconnaissance de ce trouble engendre une négligence dans son identification, laissant de nombreuses familles dans l'isolement. Cette condition, mal comprise, affecte des millions de vies à travers le monde. Au Togo, malgré qu'un nom ne soit pas mis sur cette affection, dans les langages locaux, elle existe et le nombre de personnes atteintes d'autisme est estimé à 200 000 pour une population avoisinant les 9 millions. L'autisme se manifeste de diverses façons. Les manifestations du trouble du spectre autistique. Comme nous l'avions dit dans la définition, c'est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes sont dus à un dysfonctionnement complexe du cerveau. Et ce dysfonctionnement est remarqué à 3 niveaux. Il y a des perturbations et ces perturbations sont observées à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la communication. Il n'y a pas le langage parce qu'il y a certains qui sont non-verbaux. Il y a la compréhension, il y a le contact visuel. Deuxième niveau, il y a le comportement. Il y a des gestes stéréotypés, des gestes répétés que l'enfant fait. Intérêts et activités spécifiques et restreints. Mise en place de routines. Et le troisième, ce sont les interactions sociales.
Que ce soit pour la personne atteinte ou pour sa famille, l'autisme a un impact significatif sur leur quotidien. Pour les parents, ce n'est pas facile. C'est un lourd fardeau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, le diagnostic est tardif parce que les spécialistes ne connaissent pas le handicap. Ils ne sont pas formés pour pouvoir détecter très tôt le handicap. Donc, les enfants traînent, les séquelles, les enfants traînent avec le handicap. C'est un fardeau pour les parents, les proches de l'enfant avec un trouble de l'autisme. Nous pouvons dire qu'il y a 2 cas. Pour ceux qui ne savent pas, n'ont jamais su qu'il y a un handicap qui est l'autisme, mais il n'y a pas une prise en charge appropriée. Les enfants sont là, enfermés, déscolarisés. Ils n'ont pas de loisirs dû au regard des autres, le regard pesant que la société porte à l'endroit de l'enfant et de ses parents. Pour les parents dont les enfants ont été diagnostiqués, c'est un choc, mais il faut arriver à dépasser ce choc. Il y a une prise en charge appropriée. Il est important de relever que l'affection touche 4 fois plus de garçons que de filles. Le diagnostic, bien que souvent posé entre 3 et 5 ans, peut être établi dès l'âge de 18 mois, offrant ainsi des opportunités cruciales pour un soutien adapté. Ils étaient des centaines de participants à assister à l'annonce des recommandations du dialogue intermalien. 10. Proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans. Chacune des conclusions du rapporteur est applaudie par la foule. 11. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Retransmises par la télévision d'État, les conclusions du comité de ces consultations exclusivement maliennes sont sans appel. La voie s'ouvre à des années de régime militaire supplémentaire sous la direction du colonel Assimi Goïta. Parmi les autres recommandations annoncées, le comité appelle à ouvrir le dialogue entre l'État malien et les groupes armés djihadistes. Dans les rues de Bamako, les réactions sont partagées. Moi, je suis pour la prolongation de la transition. Mais de 2 à 3 ans, à 5 ans, je pense que ça, c'est un peu trop. Je pensais que le dialogue avait pour but de ramener tous les groupes terroristes à la table de négociation. Mais au final, j'entends, on parle de prolongation de la transition, on parle de la candidature. Mais je me demande, ces choses-là se trouvent dans quelle thématique? Ce sont des propositions qui ne se trouvent dans aucune thématique. Pourquoi les ramener aujourd'hui? L'opposition a elle aussi réagi. Pour le président de l'Alliance des forces démocratiques, Modibo Soumaré, la prolongation de la transition au Mali n'a pas lieu de figurer dans les conclusions de ce dialogue intermalien. Donc il est important aujourd'hui et il urge de dire qu'on sorte de ce petit jeu de cache-cache et qu'entre nous Maliens, que le président de la transition prenne tout son courage, convie la classe politique malienne pour un dialogue de haut niveau, pour justement déterminer la date des futures élections présidentielles. La conclusion du dialogue intermalien enterre définitivement l'accord d'Alger conclu en 2015, dont l'actuel gouvernement malien s'était retiré en janvier dernier, accusant l'Algérie d'ingérence. Le chef de la transition malienne a demandé aux organes de la transition la mise en œuvre diligente et le suivi des recommandations du dialogue national. Jusque tard dans la nuit, des tirs nourris d'armes de guerre ont retenti jeudi au Tchad pour célébrer la victoire de Mahamat Idriss Déby. Interprétés dans les quartiers favorables à l'opposition comme une forme d'intimidation, ils ont fait une dizaine de morts au moins et des dizaines de blessés à N'Djamena, selon nos sources. Hassan a perdu son épouse et ses 3 enfants ont été gravement blessés par la chute d'un projectile explosif dans son salon. J'ai allumé mon téléphone pour venir voir ma femme, elle est tombée. Et là, elle est entrée par ici, sa tête. Donc, le corps là, ça a troué
beaucoup. Donc les enfants vont commencer à pleurer maman, maman, maman comme ça. Les tirs ont fait des blessés jusque dans la ville frontalière de Kousséri, côté camerounais. Dans une circulaire, le ministère de la Santé a interdit aux hôpitaux de fournir aux journalistes des informations sur les blessés et les morts de cette nuit. Quand les personnes sont consentantes, elles peuvent s'exprimer auprès des journalistes, elles peuvent dire ce qu'elles ont ressenti. Ça, ce n'est pas interdit. Ce que nous, on a interdit, c'est la communication du personnel de santé qui n'est pas autorisé à donner des informations médicales parce qu'il y a la confidentialité, il y a le secret médical. Le ministre reconnaît que ces tirs ont été excessifs et dit le déplorer de façon la plus totale avant de promettre qu'un bilan sera publié dans les prochaines 24 heures. Semaine après semaine, ils sont de retour pour dire leur colère. Des Israéliens qui veulent la chute du gouvernement et du Premier ministre Netanyahou, qui conduit, selon eux, le pays à la faillite totale, sécuritaire, idéologique et morale. Ce samedi, ils étaient donc des dizaines de milliers, à Tel Aviv notamment, de nombreuses familles d'otages parmi eux. La résolution 2474 de l'ONU dit qu'à la fin de tout conflit, il y a une précondition pour la paix, l'échange des morts. Nous demandons à la communauté internationale d'appuyer cette résolution et de réclamer au Hamas qu'il commence avec l'échange des morts. Et je mets au défi tout imam de trouver une référence dans le Coran qui soutient l'acte inhumain d'utiliser des morts comme monnaie d'échange et de les traiter sans respect ni dignité. Nous ne lâcherons rien, clament les manifestants. Je crois que l'opération à Rafah n'est pas conçue pour les otages ou pour tuer les gens du Hamas. L'objectif unique est de sauver ce gouvernement. Ils envoient des soldats à la mort pour sauver ce gouvernement. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'agissent que dans leur propre intérêt, rien d'autre. La police active les canons à eau pour disperser les protestataires désespérés de l'échec des négociations de libération des otages. Elle procède à des interpellations. Les otages sont au centre d'un accord de cessez-le-feu et celui-ci est possible demain, estime pour sa part le président Biden, sous pression en pleine campagne présidentielle. La balle pour lui est dans le camp du Hamas. Or, le mouvement islamiste palestinien a annoncé samedi la mort de l'un de ses otages, l'israélo-britannique Nadav Popplewell, quelques heures seulement après avoir publié une vidéo de lui vivant, affirmant qu'il avait été tué dans une frappe israélienne. Un Premier ministre qui entretient sa popularité. Narendra Modi, quasi sûr d'emporter les législatives lancées il y a 3 semaines en Inde, un 3e mandat consécutif à portée de main. Mais s'il est une région qu'il surveille, c'est le Cachemire, appelé aux urnes ce lundi. Le BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, se félicite du soutien des Cachemiris aux réformes menées, mais la contestation est réelle dans ce territoire majoritairement musulman, autrefois indépendant, qui a vu son statut spécial, une semi-autonomie abrogée en 2019. L'armée, fortement présente, est chargée de contenir le séparatisme imputé par New Delhi au Pakistan voisin. Les choses ont changé, c'est vrai. Mais Modi a révoqué l'article 370 et c'était un crime. S'il n'avait pas fait ça, la plupart des gens seraient pour lui. De fait, pour la première fois en près de 30 ans, le BJP ne présente aucun candidat au Cachemire. Je pense que le BJP ne présente aucun candidat pour une raison très simple. Ils veulent sauver la face. Parce qu'ils perdraient, c'est aussi simple que cela. Le parti au pouvoir s'est mis en quête de gagner tous les cœurs, selon l'expression du ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur de petits partis récemment créés. Wahid Ourrehman Para brigue l'un des 3 sièges en jeu dans la vallée himalayenne. Nous voulons mettre fin à la peur, lancer une conversation pour établir d'abord le dialogue et la réconciliation au Jammu et Cachemire. Les libertés publiques ont reculé, constate cet universitaire.
Les médias sont bridés, la liberté d'expression est restreinte. Les choses ne sont plus dites comme avant. C'est la normalité d'un cimetière, si vous voulez, pas la normalité d'un système démocratique. À terme, certains espèrent le retour d'un gouvernement cachemiri propre. Nous voulons gérer nos affaires nous-mêmes. Pour beaucoup, la fin des violences meurtrières est la priorité. Les incidents se sont multipliés depuis le début du vote le 19 avril. Pas bon pour les affaires comme pour le tourisme.